Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment optimiser la performance des requêtes sur Snowflake. Commençons par revoir l'architecture de Snowflake. Quand on accède à la base de données Snowflake, on utilise un driver. Il peut être par exemple un driver ODBC, JDBC ou par exemple au travers de la UI de Snowflake sur le web ou d'autres drivers comme celui Python, Go ou d'autres langages. Ceci va permettre à Snowflake d'optimiser les requêtes, mais aussi de gérer l'authentification et l'autorisation des utilisateurs pour accéder à la donnée. Quand on lance une requête DDL, Data Definition Language, sur Snowflake, afin de créer une table ou éditer une table, il ne s'agit jamais que de métadonnées. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, StageDB, ProductionDB ou MartDB sont des métadonnées qui sont contenues dans les Cloud Services de Snowflake et qui vont pointer vers le layer de storage qui se trouve en dessous. Donc ici, StageDB va être une partie des fichiers stockés dans le storage, ProductionDB va être une autre partie et MartDB va être une autre partie. Enfin, quand on veut accéder à des données sur Snowflake avec du DML, Data Manipulation Language, on va utiliser des warehouses. Les warehouses sont les entités de calcul qui sont utilisées par Snowflake. Dans ce cas-ci, afin d'accéder aux Customer Reports, on lance une warehouse XL qui contient 16 nœuds. Et afin d'accéder aux campagnes, aux analyses de campagne des clients, on lance une warehouse L qui contient 8 nœuds. Ces warehouses vont aller rechercher la donnée dans le layer de storage et rendre le résultat des requêtes aux utilisateurs. Elles peuvent accéder à la même donnée en parallèle. Enfin, quand on va lancer une warehouse pour insérer des données, par exemple la loading warehouse qui va insérer un job de données, dans ce cas-ci, PQRSTUVW, on va insérer de nouvelles données dans Snowflake et potentiellement on va venir updater des données existantes. Dans ce cas-ci, les données sont updatées pour les prochaines requêtes et c'est comme cela qu'on peut insérer dans Snowflake et en même temps avoir du requêtage sur les données avec toujours l'état le plus récent des données qui est rendu à tous les utilisateurs. Le scaling des warehouses dans Snowflake peut être vertical ou horizontal. Le scaling vertical fait passer les warehouses de la taille XS, un seul nœud, jusqu'à 6XL avec 512 nœuds. Chaque augmentation double le compute et cela permet d'augmenter la vitesse des requêtes qui peuvent être parallélisées. L'horizontal scaling permet de mettre plusieurs warehouses de la même taille les unes à côté des autres afin de répondre à plus de requêtes. Ça permet d'éliminer les problèmes de contention de ressources, les problèmes de concurrence, afin de répondre aux requêtes de plus d'utilisateurs sur les mêmes données. Dans cet exemple, à gauche, nous avons un cluster medium avec 4 serveurs, au milieu, un cluster extra large avec 16 serveurs, et à droite, nous laissons le cluster évoluer de 4 à 16 serveurs. Dans ce pattern d'usage typique, on voit qu'au début de la journée, il y a peu d'accès. Au milieu de la journée, on voit que le nombre d'utilisateurs, le nombre d'accès augmente, et à la fin de la journée, ça baisse progressivement. Dans le cas de Medium, on voit qu'on n'a en fait pas assez de ressources de calcul pour tous les utilisateurs au milieu de la journée. Donc ce qu'on peut faire, c'est augmenter la taille du cluster pour avoir 16 serveurs, mais dans ce cas-ci, on a une utilisation relativement inefficace de Snowflake, puisqu'au matin, on a trop de ressources et au soir, on a aussi trop de ressources. La façon la plus efficace d'utiliser Snowflake est de paramétrer sa warehouse en multi-cluster afin d'avoir le nombre de clusters qui suit le nombre d'utilisateurs. Le nombre de requêtes par seconde qu'on peut accueillir sur Snowflake, il sera forcément plus grand avec un extra large, mais en réalité, on peut accueillir même plus de requêtes par seconde avec des warehouses multi-clusters qui sont optimisées pour gérer beaucoup plus de requêtes en parallèle. Donc le temps de réponse pour les utilisateurs sera le plus bas quand on a plusieurs warehouses en parallèle. Et enfin, le coût est aussi forcément le plus bas puisque sur Snowflake, on paye à la seconde. Donc payer un warehouse extra large ou 4 warehouses medium, ça revient au même coût à la seconde. Mais forcément, quand on a une warehouse multi-cluster, on n'allume pas toutes les warehouses tout le temps, on les allume seulement quand elles sont nécessaires, donc on peut optimiser le coût. Comment déterminer la taille idéale de ces warehouses?
Chez Snowflake, nous recommandons de tester les workloads, de commencer par isoler les charges de travail, les workloads similaires sur des warehouses communes, donc tout le loading sur une warehouse, toutes les requêtes ad hoc sur une warehouse, toutes les requêtes de type rapport BI sur une warehouse, et de tester avec des requêtes représentatives, donc des requêtes sur le nombre de terabytes qui sera testé en production. Enfin, commencer par une warehouse XS, puis S, puis M, puis L, et augmenter la taille de warehouse progressivement jusqu'à avoir un temps de réponse correct pour une requête à la fois. Une fois qu'on a un temps de réponse correct, eh bien, nous recommandons de faire des tests de concurrence, utiliser des outils comme JMeter afin de lancer plusieurs requêtes en parallèle sur les warehouses et de voir combien de warehouses sont nécessaires afin de répondre aux demandes de concurrence au maximum. Finalement, nous conseillons d'établir le suspend time, le temps pour éteindre les warehouses, et le temps de timeout des requêtes, donc le temps après lequel on abandonne les requêtes, pour chaque warehouse afin d'optimiser l'utilisation des warehouses. Ensuite, nous proposons plusieurs services sur Snowflake qui permettent d'optimiser les performances lorsqu'on requête. Je vais vous montrer dans cette vidéo le clustering automatique, les vues matérialisées et le Search Optimization Service. Le clustering automatique permet de réorganiser les tables dans le background afin qu'elles soient optimisées pour un accès le plus rapide sur quelques prédicats. Les vues matérialisées permettent de faire un compute à l'avance dans le background afin qu'on ne calcule pas quand l'utilisateur lance la requête, mais que ce soit calculé à l'avance. Et le Search Optimization Service permet d'indexer des datasets avec une grande cardinalité. Des datasets qui contiennent beaucoup de données uniques et différentes sont indexés et sont beaucoup plus rapides quand on veut accéder à quelques points de données dans ce dataset. Avant de rentrer dans la démo, il est important que vous compreniez bien ce qu'est une micropartition. Sur Snowflake, tous les fichiers sont divisés en micropartitions lorsqu'ils sont insérés dans la base de données. C'est-à-dire, vous voyez sur la gauche que le fichier contient une colonne date, une colonne produit, une colonne customer et une colonne montant. Si on lance une requête sur Snowflake sur le 15 février, dans ce cas-ci, on ne va aller toucher que la micropartition du 15 février. C'est-à-dire qu'on peut ignorer le 14 février et le 16 février et aller rechercher juste les lignes qui sont nécessaires. Nous appelons ça le pruning. Vous voyez en bas à droite de l'écran le profil de cette requête. On n'a scanné que 13 partitions sur un total de 73, c'est-à-dire que cette table est divisée en 73 fichiers qui contiennent des dates différentes et on ne va toucher que celle du 15 février. Maintenant, allons voir ça dans Snowflake avec une démonstration. Dans ce cas-ci, nous allons utiliser une table qui est faite avec des données synthétiques. J'ai utilisé le module Faker de Python afin de créer des données synthétiques de log. Nous allons dans la base de données Utils, nous allons voir le schéma web et les tables qui s'appellent WebLog et WebLog by Domain. Nous voyons qu'il y a 2 milliards de lignes et 33 GB de données dans cette table. Si nous allons l'inspecter, voilà, nous avons des domaines web, des adresses IP qui vont accéder à ces domaines, les requêtes HTTP, des informations sur les utilisateurs qui ont lancé ces requêtes HTTP, la passe accédée sur le site web, le statut de la requête et le temps d'accès de la requête. Enfin, cette table, elle est générée dans l'ordre du temps, c'est-à-dire qu'elle contient des données pour 2022 entre le 1er janvier et le 31 décembre et qu'elle est ordonnée par temps. Donc comme je vous l'ai montré, les requêtes accédant à certains jours seront très efficaces, mais des requêtes accédant à d'autres prédicats seront beaucoup plus lentes. Dans ce cas-ci, nous avons créé une deuxième table qui s'appelle WebLog by Domain et qui est créée comme la première table, mais ordonnée par domaine et puis par date. Donc cette table-ci pourra répondre à des requêtes sur les noms de domaine beaucoup plus efficacement. Voyons un exemple avec cette requête-ci. Donc ici, je vais requêter le statut HTTP par jour et je vais compter le nombre de requêtes par statut HTTP. Donc je vois que le statut 403, le 9
le 1er septembre, j'ai eu 98 000 requêtes, par exemple. Et je mets ici deux conditions. Le domaine, je ne vais voir qu'un de mes domaines, le domaine 1, et je ne vais voir que les dates entre septembre et le 30 décembre. Là. Dans ce cas-ci, on peut voir que ma requête a mis 5,8 secondes et que j'ai 900 lignes qui reviennent. Si nous allons voir le profil de cette requête, j'ai accédé à 672 partitions sur les 2039. Le pruning ici a été effectué sur les dates. C'est-à-dire que comme j'ai accédé à peu près 3 mois de données, j'ai accédé à peu près un tiers de mes partitions. Maintenant, si je lance exactement la même requête, mais sur la table qui est divisée par domaine, je ne vais pas devoir aller voir les autres domaines inutilement. Dans ce cas-ci, j'avais mis une condition sur one.com, mais en réalité, comme mes données ne sont pas organisées par domaine, je suis obligé de les voir toutes les partitions qui contiennent tous les domaines. Dans la deuxième table, j'ai réorganisé mes informations par domaine puis par date. Donc quand je mets un filtre sur le nom de domaine, je ne dois pas aller voir les autres noms de domaine. Je relance la même requête donc sur ma deuxième table. Et ici, en seulement 4,1 secondes, j'ai les résultats. Et si je vais voir le profil, je ne vais voir que 185 partitions sur les 2224. Donc je vais voir à peu près 4 fois moins de partitions puisque j'avais 4 domaines ici. Je vais voir que le domaine qui m'intéresse pour seulement les jours qui m'intéressent. Donc j'ai une requête qui devient très optimisée ici sur mes données. Voilà comment le pruning va fonctionner sur Snowflake. Maintenant, si je veux lancer une requête qui est beaucoup plus sélective sur une colonne avec une grande cardinalité. Par exemple, je veux savoir quand cette IP adresse a accédé à mon domaine. Je vais chercher toutes les colonnes de ma table et je vais filtrer sur une IP adresse. Le problème étant que mes données sont organisées par date et par nom de domaine. Elles ne sont pas organisées par adresse IP. Donc, je n'ai pas beaucoup d'optimisation sur l'adresse IP, ça veut dire que je vais devoir aller voir toutes les partitions. Donc ici, j'ai eu un seul accès par cette adresse IP, un delete, et nous avons ces informations-là sur l'utilisateur. Allons voir les détails de la requête. Nous voyons que j'ai dû accéder aux 2224 partitions sur les 2224 pour retrouver cette information. Un peu comme une aiguille dans une botte de foin, je dois aller retrouver juste le record qui m'intéresse dans toutes mes partitions. Pour faire face à ce genre de problème, chez Snowflake, nous offrons la Search Optimization. La Search Optimization va créer un index sur le champ IP address, et quand une requête arrivera sur ce champ-là, on pourra y répondre de façon beaucoup plus efficace. L'activer, c'est très simple, il suffit de lancer cette requête, et ensuite il y a un job dans le background qui va se lancer, et qui va créer un index sur ma table, sur la colonne IP address, afin que les requêtes sur cette colonne soient beaucoup plus rapides. Après quelques minutes, l'index de Search Optimization se termine et on peut requêter la table. Dans ce cas-ci, on voit Search Optimization Progress à 100% et le nombre de bytes pris par l'index. Cet index est mis à jour régulièrement en arrière-plan quand de nouvelles données sont insérées sur la table. Maintenant, si je vais relancer exactement la même requête, ici, je ne vais plus aller voir que 2 des micropartitions sur les 2224 et ma requête revient en à peu près 2 secondes. Si je vais voir le profil, j'ai maintenant un Search Optimized Access et au lieu d'aller voir toutes les partitions, je ne vais plus voir que les partitions qui sont concernées par mes données et donc je vais beaucoup plus vite, surtout pour les tables qui contiennent beaucoup de données. Enfin, allons voir les Materialized Views. Une Materialized Views permet d'écrire une requête SQL qui va préparer les données ou calculer mes données à l'avance. Elle va être maintenue en arrière-plan, donc c'est-à-dire qu'on va venir mettre à jour la Materialized View quand de nouvelles données arrivent sur la table, et elle sera prête à répondre aux requêtes des utilisateurs. Typiquement, on va l'utiliser sur des tables qui ne changent pas trop souvent, et surtout sur des calculations qui prennent beaucoup de temps à faire. Dans ce cas-ci, j'ai créé 2 Materialized Views sur les données de sample de Snowflake, les Snowflake Sample Data TPCH Scale Factor 100, mes orders, donc mes commandes de clients, et je crée 2 Materialized Views tout simplement en clusterant les données par Customer Key et en clusterant les données par Order Key. Donc je mélange
le clustering automatique de Snowflake avec les Materialized View. C'est-à-dire que je réorganise toutes mes données dans le background automatiquement et dès qu'il y a de nouvelles données qui arrivent, je les réorganise. Elles sont naturellement organisées par date, donc les requêtes par date vont aller voir la table originale. Si je lance ma troisième requête, ici, où j'ai un filtre sur la date, voilà, j'ai ma requête qui revient en à peu près 1 seconde 8. Et si on va voir le profil de cette requête, nous allons voir le Snowflake Sample Data, TPCH original, on va voir 18 partitions sur les 291. Maintenant, si je lance une requête sur le prédicat ici, order key, je mets une order key en particulier, je requête la même table, c'est-à-dire que je requête ma table originale, ici, et mon résultat arrive quelques millisecondes, ici 788 millisecondes. Et si je vais voir le profil, en fait, je ne vais pas voir ma table originale. Automatiquement, Snowflake réécrit ma requête pour aller utiliser la Materialized View. Donc ici, je ne vais voir qu'une seule des partitions sur les 128, même si ma table originale était organisée par date. Donc aller voir la table originale aurait été très cher, j'aurais dû aller voir toutes mes partitions. Mais ici, comme j'ai une Materialized View qui est déjà prête, Snowflake réécrit ma requête et va voir la Materialized View. Même chose avec Customer Key, comme j'ai aussi une vue qui est clustered par Customer Key, si je lance une requête dessus, donc je lance encore une fois une requête sur la même table originale, je ne dois pas m'inquiéter de la table, mais automatiquement, si je vais voir les détails de cette requête, je vais voir ma deuxième Materialized View, ici, qui est Clustered by Customer, et je ne vais voir qu'une seule partition sur cette vue. Ces vues matérialisées sont extrêmement importantes quand on veut optimiser des requêtes pour une utilisation BI, ou avoir une seule table qu'on va exposer aux utilisateurs BI permet quand même de l'optimiser sous toutes sortes d'angles. Quand on sait qu'on va avoir des requêtes sur les Customer Keys, les Order Keys, les Dates ou d'autres champs, eh bien, il suffit d'optimiser dans le background sur Snowflake avec des vues matérialisées, et les utilisateurs qui vont requêter la table n'ont pas besoin de savoir qu'elles existent. Ils vont requêter leur table principale, orders, et ils n'ont pas besoin de savoir qu'il y a des vues matérialisées qui sont derrière. Vous pouvez avoir une performance qui est absolument excellente sans que les users aient besoin de réfléchir à ce qu'ils vont requêter. Finalement, vous pouvez vérifier les coûts de Materialized Views dans Account Usage, Materialized View Refresh History, et vous pouvez aussi regarder les coûts de clustering dans Account Usage Tables et Account Usage Automatic Clustering History. Ici, je lance une requête pour voir quelles tables ont utilisé du clustering. Vous allez voir que les objets qui sont ici ont utilisé des crédits de clustering, et mes vues aussi, mes Materialized Views, ont utilisé des crédits pour le clustering. Vous pouvez vérifier quelle table a utilisé combien de crédits.